Et maintenant, j'ai le très grand plaisir d'accueillir Étienne Yin, que un certain nombre d'entre nous connaissent, je pense. On peut peut-être déjà échangé avec Étienne Yin, parce qu'il nous a interrogé il n'y a pas si longtemps que ça. Étienne Yin est doctorant ici à Paris en sciences de l'information et de la communication, et donc va précisément nous parler des jeunes et de l'utilisation des réseaux socio-numériques en santé mentale. Voilà. Alors, le temps de faire chauffer la machine. Bonjour, et merci à Madame Perchet d'avoir posé déjà les fondements de ma présentation. Et donc, mon travail porte effectivement sur la recherche d'informations relatives à la santé mentale chez les 15-30 ans. Et donc, pour commencer, il faut savoir que l'informatisation de la société, voilà, qui a commencé autour des années 1970, a jeté les fondements de base à ce qu'on constate aujourd'hui comme pratique chez chacun de nous. Je sais qu'aujourd'hui, si je pose la question facilement, qui a déjà fait une recherche sur Internet, soit sur un symptôme ou pour chercher une information particulière, j'aurai des mains, voilà. Donc, ça montre à quel point c'est une pratique que tout le monde fait au quotidien. Pardon. Voilà. Et donc, comme je le disais, avec la prolifération effectivement des technologies de l'information et des outils aussi comme le smartphone, aujourd'hui, désolé, je suis obligé de fermer. Pardon. Le smartphone est devenu aujourd'hui une extension virtuelle de nous-mêmes, c'est-à-dire on va en permanence, voilà, pour partager soit des moments de plaisir, du divertissement ou pour chercher de l'information, pour se renseigner, comme je le disais tout à l'heure. Donc cette ubiquité des technologies numériques a profondément façonné notre façon de voir la vie, notre façon de se comporter, nos habitudes de consommation et notre perception du monde. Et donc, pour continuer, qu'est-ce que l'on sait déjà des pratiques informationnelles des jeunes? Et par pratique informationnelle, pour définir vite fait, ce sont des habitudes de recherche d'informations en ligne. Et donc, qu'est-ce qu'on sait déjà? Il y a eu pas mal d'études qui ont été menées là-dessus, notamment cette étude sur la croissance de l'utilisation d'Internet pour la santé. Et on a vu qu'en 2010, il y a une étude du baromètre de l'INPS qui a révélé que 34,8% des internautes allaient effectivement sur le web pour se poser ou chercher des informations sur leur santé. Et 4 ans plus tard, en 2014, on a vu que la proportion a doublé, c'est-à-dire à 74% des femmes qui allaient sur Internet contre 63% d'hommes qui se renseignaient sur des questions de santé. Et c'est le même constat en Belgique francophone. Alors, quel est le profil type d'internaute en santé mentale? C'est habituellement un jeune dont l'âge est compris entre 18 à 24 ans généralement qui passe plus de temps sur les réseaux ou sur Internet de façon générale pour se renseigner sur des questions de santé ou sur l'actualité de façon globale. Et maintenant, pour faire une petite transition vite fait pour ce qui concerne la santé mentale, on a quelques chiffres qui sont là. C'est-à-dire en 2019, on a vu qu'environ près d'1 milliard de personnes souffraient, dont 14% des personnes souffraient de troubles psychiques et 1 sur 5 de la population française, soit 13 millions de personnes présentaient un problème de santé mentale selon les données de l'OMS. Et la dépression est l'un des troubles les plus répandus chez la population de façon générale. Et comme je le disais, qu'est-ce qu'on sait de ce qui se passe avec
l'Internet ou sur les réseaux de façon générale, on a vu qu'il y a des études qui ont montré que certaines personnes, parce qu'elles sont gênées de parler ouvertement de leurs problèmes de santé mentale ou de leurs maladies ou de leurs pathologies, ils ont tendance à aller sur Internet et à poser certaines questions. Et tout de suite, si je fais un exemple, si je vais par exemple sur Snapchat et je vais sur My AI et j'entends des voix, ça va me proposer, je fais les tests en direct pour vous montrer à quel point c'est efficace. Et peut-être que ça pose en même temps des problèmes aussi. Quand j'entends des voix, ça me met, l'IA me met, je comprends que cela puisse être inquiétant, mais entendre des voix peut être un symptôme de certaines conditions de santé mentale comme la schizophrénie. Et ça me suggère en bas, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à demander de l'aide à un professionnel de santé ou à consulter un psychologue. Et ça me met un lien où je peux cliquer et peut-être prendre rendez-vous avec un psychologue. Donc, c'est dire à quel point ces nouvelles technologies font partie intégrante de notre habitude, de nos quotidiens. Et pour revenir au schéma que vous voyez là, c'est une étude qui a été menée où effectivement on a recensé toutes les fois que les individus se sont rendus, et précisément dans ces cas-là, c'était des adolescents souffrant d'un premier épisode psychotique et qui avaient peur d'en parler avec les proches, les parents, et ils partaient sur Internet pour taper « Est-ce normal d'entendre des voix ?» Et l'autre, « Comment savoir si on est schizophrène ?» Et donc, les travaux des chercheurs ont permis, et avec l'aide de Google, ça a permis de pouvoir faire sortir ces schémas que vous voyez, où effectivement on voit les différentes recherches, toutes les fois que les gens sont allés sur Internet et taper, faire des recherches à ce sujet-là. On voit une autre étude aussi a été menée et on voit bien effectivement que les résultats sont plus ou moins pertinents pour certains, voire stigmatisants. Et on a vu effectivement les différentes questions que les gens se posent sur Internet. Voilà, c'est-à-dire I am crazy, etc. Et qui montre à quel point effectivement c'est quelque chose, c'est une pratique que l'on voit de plus en plus chez les adolescents et les jeunes adultes. Alors, la recherche d'informations, effectivement, via les réseaux sociaux, on a vu que les réseaux sociaux sont utilisés par une vaste majorité des jeunes, comme je le disais tantôt. Et donc, on voit 22% partagent leur expérience d'émergence des symptômes via les réseaux sociaux et 78,4% sont intéressés par l'obtention d'aide, de conseils ou de suggestions via les réseaux sociaux. Donc, je passe rapidement à mon enquête de terrain que je mène dans le cadre de ma thèse. L'enquête est toujours en cours. Jusque-là, j'ai pu recueillir que 176 réponses. Et donc, les objectifs de cette étude, comme vous le voyez, c'est de comprendre les habitudes de recherche d'information de ces jeunes-là dans le contexte français, parce qu'habituellement, toutes les études que j'ai eu à énumérer, c'est souvent des études qui sont réalisées aux États-Unis ou en Angleterre ou en Australie habituellement. Et donc, moi, dans le contexte français, je voudrais savoir comment est-ce que les jeunes s'informent sur des questions de santé mentale. Et je voudrais aussi également, à travers cette étude, pouvoir identifier les plateformes de réseaux sociaux numériques qui sont les plus utilisées. Et donc, l'échantillonnage, comme je le disais, c'est sur une population de 176, de ce que j'ai pu recueillir comme données jusque-là, 176 personnes, dont l'âge est compris entre 15 et 30 ans. Et c'est une sélection aléatoire. Et le mode de collecte, j'ai utilisé les différents canaux qu'on a, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Et j'ai fait le bouche à oreille aussi, même si
on dit que le numérique a pris le pas sur tout, mais j'ai été obligé à un moment donné de me rendre dans certaines universités et de pouvoir aborder les gens de gauche à droite et de solliciter leur aide pour remplir les questionnaires. Et donc, on voit à travers cette étude, on a vu que pour ceux qui ont répondu, on a vu quand même, j'ai essayé de les répartir en 3 classes. Voilà, et on a vu il y a une forte majorité chez les 19 à 25 ans qui ont rempli les questionnaires. Et la question, et on voit il y a une dominance de la part des femmes par rapport aux hommes qui ont répondu à ces questionnaires. Alors, j'ai cherché à savoir aussi les sources d'informations qu'ils utilisaient le plus et on voit en tête YouTube, voilà, qui arrive en tête et après on a Instagram aussi et TikTok qui montrent à quel point voilà, ces canaux-là sont utilisés par les jeunes pour rechercher de l'information. Et pour info, les réseaux sociaux jouent un rôle pivot dans cette transformation. Ils ne sont plus des simples relais, voilà, mais des producteurs de contenu à part entière, très prisés par les jeunes générations. Des plateformes comme Instagram, YouTube ou Twitch offrent des contenus uniques, créant une toute nouvelle dynamique dans la diffusion de l'information. Et donc, j'ai essayé de comparer aussi avec une étude similaire qui a été menée au Canada. Et on voit effectivement qu'il y a pas mal de personnes qui vont, c'est-à-dire 19 personnes sur 21. C'est vrai que c'est une petite étude voilà, qualitative. On voit 19 personnes sur 21 qui vont quand même sur Facebook pour chercher de l'information ou soit pour échanger avec des personnes qui souffrent déjà d'un trouble. Et donc, et j'ai cherché à savoir aussi, est-ce que ces personnes-là suivaient des influenceurs et est-ce que ces influenceurs avaient quand même une influence, comme son nom l'indique, sur... et je vois effectivement, même si on voit que la proportion de ceux qui disent non, qui n'ont pas été influencés par quelqu'un pour rechercher de l'information, même si c'est 32%, mais on voit que c'est pas quand même négligeable ces pourcentages. Donc, ces résultats mettent en évidence effectivement l'importance croissante de l'information en ligne sur la santé mentale et suggèrent que les influenceurs en santé mentale et d'autres sources d'information en ligne jouent un rôle significatif dans la manière dont les individus abordent les questions de bien-être et de santé mentale de façon générale. Alors, je me suis aussi intéressé à la façon, à savoir quels sont les mots clés ou expressions les plus utilisés par ces jeunes-là quand ils vont chercher de l'information. Et on voit à travers les résultats que j'ai obtenus que la dépression arrive en tête, ce qui n'est pas non plus étonnant, j'ai envie de dire, parce qu'on a vu qu'après la crise sanitaire ou pendant la crise sanitaire, on a vu que le taux de dépression a quand même augmenté. Et donc, cela pourrait se justifier par le fait que voilà, cette expression ou ces mots-là arrivent en tête. Et comme je le disais, c'est sur 176 personnes. Et on voit qu'il y a 115 personnes qui disent avoir tapé le mot-clé dépression sur les moteurs de recherche. Voilà. Et donc, à côté de cela, on a la santé mentale et on a l'anxiété et les troubles psychiques qui arrivent en troisième. Et donc, pour info, un adolescent français sur 2 souffre de troubles dépressifs, ce qui est d'anxiété, ce qui est quand même énorme. Et un adolescent sur 3 suspicion d'état d'anxiété générale. Et on voit 17% d'adolescents qui déclarent envahis par des idées suicidaires.
Et comme je le disais, il y a pas mal de données aussi qui pourraient expliquer le fait que voilà, ces jeunes-là ont tendance à aller, on voit que voilà, chez les 18 à 24 ans, voilà, il y a 20% qui sont concernés par la dépression en 2021 selon le baromètre santé. Et on voit aussi 42% voilà, qui estiment que le prix est un obstacle au fait qu'ils ne peuvent pas aller consulter et donc ils préfèrent utiliser les moteurs de recherche pour chercher des informations. Et on a un troisième aspect aussi lié aux difficultés à se confier ou voilà, des problèmes de crainte à parler ouvertement de son problème de santé mentale. Alors, en termes de défis voilà, de recherche d'informations, je me suis intéressé aussi à la façon dont les enquêtés, est-ce que les enquêtés, voilà, est-ce qu'ils rencontraient des difficultés lors de leurs recherches d'informations? Et on voit il y a 24% qui disent avoir rencontré des difficultés. Et en termes de difficultés rencontrées, il s'agit soit d'une information erronée que la personne a trouvée en ligne, soit voilà, à travers le mot-clé que la personne a utilisé, elle n'a pas pu trouver d'informations claires qui concernent son problème. Et en termes de modalités et de motivation de recherche d'informations en ligne, on voit que 2 internautes sur 3 ont quand même recours au moteur de recherche. Voilà, et les facteurs de la sélection d'informations, c'est surtout soit la notoriété de la source ou du logo du site web, soit la convivialité de la navigation, la nature des publicités, la répétition de l'information sur différents sites et la mise à jour régulière des contenus sur ces sites-là. Et en résumé, voilà. J'ai essayé de tracer un peu, de façon vite fait, le profil type de l'ensemble de mes enquêtés. Et c'est plutôt voilà, des jeunes dont l'âge est compris entre 19 à 24 ans. Voilà, et qui vont habituellement pour chercher des informations sur la dépression, l'anxiété, le stress, la bipolarité. Et donc la finalité, c'est de tenter d'établir un diagnostic et d'identifier les traitements. Et c'est pourquoi Internet, comme on l'a dit, voilà, ça reste, contrairement à ce qu'on pourrait penser, si Internet était peut-être un obstacle au fait que les jeunes, au lieu d'aller consulter, ils préfèrent juste se contenter d'Internet. Non, des études ont montré que non, les jeunes ne se contentent pas seulement d'Internet. Une fois qu'ils tapent par exemple un mot-clé et qu'ils ont les symptômes, ils ont toutes les informations. Et comme l'exemple que j'ai effectivement effectué tout à l'heure, quand j'ai tapé, j'entends des voix, est-ce normal? Ça m'a dit, si ça ne va pas, d'aller consulter un professionnel. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, comme quoi Internet empêchait les gens d'aller consulter, d'aller vers les médecins, non, ça, quelque part, ça les encourage quand même à aller consulter des professionnels de santé. Et donc, il y a eu des travaux aussi dans le domaine des sciences de l'information et de la communication qui ont établi les typologies, voilà, les trajectoires de recherche d'information. Et on a 3 types de profils qui vont chercher Internet. On a l'infophage, c'est-à-dire un profil d'utilisateur qui multiplie plusieurs sources d'informations, voilà, pour pouvoir, dans un premier temps, la personne peut juste demander sur Internet et après demander à son entourage, des amis, à sa famille, avant de pouvoir aller consulter ou avant de pouvoir prendre une décision. Et à la deuxième place, on a l'info communico-relationnel. Voilà, c'est des utilisateurs qui privilégient les sources d'information, le face-à-face, voilà, c'est-à-dire à la famille. Et on a en dernier l'info solo discret, c'est les internautes qui ne veulent pas, voilà, ils ne désirent pas avoir trop de connaissances sur la santé.
juste le minimum et ils considèrent que l'information qu'ils recherchent, ça doit être purement confidentiel et donc ils ne partagent pas avec tout le monde. Et donc en termes de recommandations, on peut dire quand même qu'il y a eu pas mal d'études qui ont montré que le taux de non-présentation ont examiné l'efficacité des pratiques telles que la réduction des temps d'attente. Je pense que, voilà, en termes de recommandations, on peut dire que peut-être que les professionnels de santé, peut-être que vous n'êtes pas certainement les personnes à qui cette information devrait parvenir parce que je suppose que ça devrait parvenir aux décideurs politiques et aux différents responsables des structures sanitaires parce que ce sont quand même, ce sont ces personnes-là qui prennent des décisions. Et donc, c'est de travailler de sorte à pouvoir réduire les temps d'attente. Et donc, plus on réduit les temps d'attente, voilà, les jeunes pourront arriver très tôt et être pris en charge de façon précoce. Donc, je vais m'arrêter là. L'étude est toujours en cours et j'espère qu'à la fin, pouvoir obtenir plus de résultats et pouvoir mener une enquête plus large pour pouvoir comprendre ces pratiques-là. Merci beaucoup Étienne pour votre présentation puis pour toutes les informations que vous nous avez apportées. C'est pas tant parce que on voit bien dans vos résultats que les recherches sont quand même très très pragmatiques au fond. C'est directement des recherches qui sont faites sur le diagnostic, les traitements, donc c'est vraiment droit au but, c'est quand même très très important. J'ai été frappé par l'espèce de hiérarchie de l'information que vous nous avez donnée entre YouTube, Instagram et TikTok globalement. Alors je pense que votre étude ne le permet pas encore, mais vous allez nous confirmer. Est-ce qu'on sait s'il y a une tendance dans le temps, parce qu'on sait que ça bouge aussi, hein, qu'il y a des TikTok à émerger très rapidement. Voilà. Bon, j'étais étonné que YouTube soit même en premier encore dans les plus jeunes. Est-ce que vous avez une idée du fait que ça bouge ou pas? Pour dire vrai, personnellement, je pensais aussi que TikTok allait arriver en première position parce que, voilà, de ce que l'on voit de façon générale, c'est TikTok que tout le monde utilise. Mais comme je l'ai dit, j'ai que 176 réponses. Peut-être que ça ne suffit pas à tirer une conclusion pour le moment. Peut-être qu'avec, si j'étends l'échantillon à 500 personnes, les rangs peuvent se resserrer et TikTok peut passer en première position.